Bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette dernière rencontre extra de l'année 2021 visant l'accompagnement à l'entrée en DSN au 1er janvier 2022. Alors, ce webinaire créé pour vous sous l'égide du comité Net Entreprise, cette séquence regroupe aujourd'hui l'ensemble des acteurs DSN à même de vous accompagner et faire de ce changement une véritable réussite. Alors, pour animer cette présentation aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés, bien évidemment, le JIP-MDS, la CARSAT du Sud-Est, l'URSSAF PACA, le réseau des CEPAM PACA Corse, le centre de gestion du Var, la DDFIP du Var et la caisse de dépôt et de consignation. Alors, ces acteurs socio-économiques que je remercie de leur très précieuse implication mobilisée pour vous, vont vous présenter en détail le sujet de la DSN à travers ces différents versants durant 120 minutes. Alors, je me présente rapidement, Patricia Longhi, pôle communication et partenariat de l'URSSAF PACA. J'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir à mes côtés pour co-animer cette séquence Monsieur Alain Belaïd du comité Net Entreprise. Bonjour Alain. Bonjour tout le monde. Présent pour vous également lors de cette séance, Monsieur Didier Kuhn, responsable animation et réseau du JIP-MDS, que je remercie bien sincèrement. Bonjour Didier. Bonjour à toutes et à tous. Afin de vous présenter ces différents dispositifs, je suis également accompagnée du département tarification de la CARSAT du Sud-Est, représenté par nos 3 experts, Jean-Jacques Lantonnet, Florence Bellé et Farid Iklef. Bonjour à tous les 3. Bonjour Florence. Bonjour. Farid, bonjour Jean-Jacques. Présent pour vous également lors de cette présentation, l'équipe de l'URSSAF composée de Delphine Aliana, responsable administration et collectivité territoriale de l'URSSAF PACA, et Jean-Claude Brun, référent du recouvrement administration et collectivité territoriale. Bonjour Delphine, bonjour Jean-Claude. Bonjour à tous et bienvenue. Nous avons également la présence de Pascal Andréoli en coulisses, que je remercie. J'ai le plaisir aujourd'hui également d'accueillir Karine Autran, référente régionale du pôle employeur des CEPAM pour les régions PACA Corse, accompagnée de ses conseillers. Bonjour à tous. Bonjour. Présente également pour cette séquence pour nous, Madame Samantha Brimicombe, représentant le centre de gestion du Var, que je remercie. Bonjour Samantha. Bonjour Madame Longhi, bonjour tout le monde. Et enfin, pour conclure ces présentations, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Girard, qui représente la DDFIP du Var. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Alors, avant de débuter cette séquence avec quelques petites préconisations d'usage en matière de connexion, il convient effectivement de ne pas utiliser Internet Explorer si vous désirez ne pas rencontrer de difficultés, mais plutôt privilégier Google Chrome durant la présentation si vous rencontrez des problématiques sonores ou réception vidéo. Cliquez sur le lien en haut à droite pour rafraîchir la page. Vous pouvez également tester votre connexion via la page technique et en cas de difficulté, vous pouvez toujours nous adresser un mail vers l'adresse qui s'affiche sur l'écran help@livestorm.co. La séquence est enregistrée, le replay sera disponible en fin de présentation accessible par le petit bouton nuage. Bon, évidemment, l'objectif de ce webinaire étant de répondre à vos différentes interrogations sur un volet généraliste. Je vous invite donc à poser vos questions directement via le fil de discussion. Et je vous propose à présent d'aborder la première partie de ce webinaire et de laisser la parole à Alain Belaïd. Tu n'as pas le micro. Alain a un petit problème de micro. Excusez-moi, je recommence. Donc, l'ordre du jour de cette réunion, donc, on va vous parler de comment préparer la DSN et quelques points d'attention et de vigilance notamment. On vous parlera aussi de comment accéder à la DSN et on finira par un témoignage de Samantha Brimicombe du centre de gestion de la fonction publique du Var qui est entré en DSN cette année-là et qui vous fera un retour d'expérience.
Pour commencer, donc, je laisse la main à Jean-Claude Brun pour vous parler des points d'attention, notamment. Jean-Claude, à toi. À moi, merci Alain. Alors, une seule déclaration pour les remplacer toutes. Voilà un des slogans de la déclaration sociale nominative qui, comme vous voyez, a été mis en place maintenant depuis, enfin, qui a été prévu depuis 2012. Hein. Vous voyez l'article, ça date un peu. C'était la loi Warsmann qui nous a mis en place la déclaration sociale nominative et qui va en fait sur une simplification. Donc, une simplification, comme vous voyez, une seule démarche pour déterminer les droits des salariés, pour recouvrer les cotisations et le prélèvement à la source qui nous a rejoints, nos amis des impôts, donc, qui nous ont rejoints dans cette déclaration sociale nominative. Et justement, grâce à la déclaration sociale nominative, le prélèvement à la source peut se faire via ce biais. Pour la fonction publique, donc les déclarations remplacées, important, hein, parce que je vous ai parlé de simplification. Qu'est-ce qui est remplacé? Dans un premier temps, ça sera la DAS-U, hein, la déclaration automatisée des données sociales unifiées, qui ne sera plus à réaliser l'année prochaine. Notamment la DUX, hein, qui concerne l'URSSAF, donc qui nous concerne nous, la déclaration unifiée des cotisations sociales, que vous n'aurez plus à faire à compter de janvier 2022, puisque vous allez passer à la déclaration sociale nominative. Donc, plus de saisie en ligne. Je fais une petite alerte sur ça, parce que vous savez que vous êtes dans la troisième vague. Hein, les administrations aujourd'hui, ça a été prévu sur 3 vagues, 2020, 2021, 2022. Donc, vous êtes dans la troisième vague. Et de ce fait, les autres vagues, certaines personnes ont continué, certaines collectivités ont continué à faire des déclarations en DUX. Donc, surtout pas, hein, c'est une petite alerte que je vous fais. On passe en DSN, on ne fait plus de saisie en ligne sur le site ursaf.fr. Une autre aparté, je vous dis tout d'entrée, comme ça sera fini. Le tableau récapitulatif, qui, alors ça, c'est une des nouveautés aussi de la DSN, ne sera plus à réaliser. Et notamment cette année, donc vous avez une information sur le site ursaf.fr qui vous dit que vous n'aurez pas à effectuer le tableau récapitulatif. Donc, c'est une info, peut-être certains d'entre vous le savent, mais vous n'aurez plus à faire de tableau récapitulatif sur l'année 2021. Notamment, si vous avez des régularisations, il faudra les faire avec la DSN du mois de janvier, donc exigible au 5 ou au 15 février 2022. Et à ce moment-là, vous ferez des blocs de régularisation sur l'année 2021. Donc ça, c'est une info que vous découvrez peut-être pour certains d'entre vous et que vous retrouvez sur le site ursaf.fr. Donc, je vous conseille d'y aller et de ne pas donc nous faire de tableau récapitulatif pour cette année 2021. Le prélèvement à la source aussi, comme je vous l'ai dit, donc est supprimé et passera via la DSN. Concernant les organismes complémentaires, là, je vous conseille de vous rapprocher de ces différents organismes complémentaires, hein, comme les mutuelles, les sociétés d'assurance, les institutions de prévoyance. Vous rapprochez d'eux, pourquoi? Parce que certaines ne sont pas encore passées à la DSN, donc je vous conseille de vous rapprocher d'eux pour voir ce qui est possible de faire. Et dernier point, la génération de la DSN, donc je vous l'ai dit, va s'achever en janvier 2022. Il y avait donc 3 étapes pour les administrations et collectivités territoriales. On arrive à la deadline, on va dire, hein, vous êtes les derniers, donc à la limite, vous allez profiter de tout ce que nous, on sait faire et tout ce qu'on a pu tester. Donc, encore une fois, ça va passer tranquillement, sans souci. Ne vous inquiétez pas plus que ça de ce passage à la déclaration sociale nominative. Le micro, Alain, ouais. Oui, donc le grand changement pour vous, c'est que vous allez passer d'une logique de déclaration ponctuelle avec des dates et des échéances différentes, des déclarations différentes, à une logique de déclaration permanente. C'est-à-dire que la DSN, c'est vraiment le reflet de l'AP. C'est l'étape supplémentaire derrière l'AP. Donc, pour vous donner un exemple, voilà, DSN, on la considère comme une photo de fin de mois. On prend l'exemple, voilà, vous avez fait la DSN de janvier au 5 février. Donc, celle-ci comporte des arrêts de travail. J'en profite pour vous dire que tout ce qui est arrêt de travail doit être repris dans la DSN mensuelle. Les signalements d'événements, on y reviendra par la suite, ne sont pas historisés. Et donc, on est vraiment dans la notion de photo de fin du mois. Donc, toutes les informations liées à l'activité de l'agent notamment, les rémunérations perçues, les primes perçues, les cotisations versées par l'employeur ou au titre des cotisations salariales apparaissent. On a aussi les informations liées à un signalement d'événement. On a 3 signalements d'événements. On a l'arrêt de travail, la fin de contrat de travail, l'amorçage de données variables qui permet de récupérer le taux du prélèvement à la source avant l'embauche, avant le début du contrat du salarié.
Et on a donc le tout qui est communiqué par la direction des finances publiques aux entreprises pour l'inclure dans votre DSN pour que vous puissiez les déclarer d'une manière basée sur la qualité. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, vous êtes face à votre écran, votre logiciel de paye. Les DSN vont traduire les informations de manière informatique. Donc, moi, je caractérise la DSN comme un grand placard avec plein de petits tiroirs. Donc, le plus grand tiroir, c'est là où on a les données concernant l'entreprise. Vous voyez, informatiquement, on va parler de structure 21, de groupe 00 et de rubrique 06. Et même dans certains cas, on peut avoir des sous-rubriques. Notamment, si vous indiquez que un salarié est à temps partiel, on va vous demander le taux de travail à temps partiel. Ensuite, on va parler de l'établissement, bien entendu. On va avoir un bloc sur l'individu par rapport à son identification, puis on va parler forcément de son contrat et de ses versements. Je laisse peut-être Jean-Claude toucher un mot sur les cotisations agrégées. Oui, il y aura des données, on va le voir un peu plus loin, mais effectivement, c'est les blocs 22 et 23 qui seront à paramétrer dans votre logiciel de paye. Et là, on est vraiment sur du paramétrage, comme vous disiez Alain. Donc, vous voyez, par exemple, sur l'établissement ciré, là, vous rentrez tout simplement votre ciré et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de, vous verrez, des S21, des 00, ainsi de suite. Tout ça, c'est du paramétrage. Alors, certains d'entre vous, sans doute, ont déjà eu de l'information, voire de la formation de leur éditeur de logiciel de paye. Donc, cette slide, voilà, vous montre comment se présente, on va dire, le paramétrage de la déclaration sociale nominative. Et c'est vrai qu'à l'écran, vous n'avez pas les données qui nous intéressent au niveau de l'URSSAF, qui sont les blocs 22, 23. Voilà, c'est juste pour faire une petite aparté sur cette slide. On passe à la slide suivante. Donc là, on va vous parler des données de qualité, notamment liées à la maille déclarative dans le SIRET. Le principe de la DSN, c'est très simple, c'est un SIRET, un établissement, un SIRET, une DSN. Voilà, donc je sais qu'il y a des discussions là, autour de ce sujet-là, notamment. Nous, ce qu'on préconise en région, c'est vraiment d'utiliser ce format-là et qui correspond à ce que vous avez l'habitude de faire, de déclarer notamment au niveau des SIRET. On vous invite d'utiliser les services plus de l'URSSAF, notamment avec le contrôle SIRET. Le principe, c'est d'envoyer via le bloc-notes une petite liste des SIRET que vous souhaitez déclarer, et l'URSSAF vous répond s'ils sont OK ou pas OK, ou si le SIRET est inconnu, et derrière, vous allez faire le nécessaire pour avoir des données cohérentes avec l'URSSAF et la CARSAT et la Caisse des dépôts et des consignations. Exactement. Hein. C'est tellement ça. C'est-à-dire que la DSN n'est pas une usine à gaz. On a essayé de simplifier les choses. Le législateur a essayé justement de simplifier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous faites une DUX, une déclaration en ligne avec un SIRET. Ce qu'on vous demande, c'est de nous faire une DSN avec le même SIRET. Et bien sûr, avec un numéro de compte URSSAF qui soit actif. Hein. C'est l'idée. Donc, voilà, de ne pas régresser, c'est-à-dire de faire deux DUX et de n'en faire plus qu'une, ce n'est pas l'idée. L'idée étant de nous faire autant de DUX que de DSN. Voilà. Voilà, donc respectez bien le schéma, un SIRET, un établissement, un SIRET, une DSN. Je vais laisser la main à Carole Barque et à Stéphane Girard pour vous présenter les diapos suivantes. Bonjour à tous, voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, je me présente à nouveau, donc je m'appelle Carole Barque, je suis conseiller employeur donc, à la CPM du Var. Donc, il faut savoir qu'en DSN, l'identification est fondamentale. Il est capital de vérifier le NIR, donc c'est ce qu'on appelle le numéro d'inscription au répertoire, ou ce qu'on appelle plus communément le numéro de sécurité sociale de votre salarié dès son embauche. Donc, je vous conseille de demander à votre agent une attestation de droit plutôt qu'une simple copie de sa carte vitale. Il faut être certain que votre agent soit bien affilié sous son propre numéro et non celui de ses parents. En effet, les enfants à partir de 16 ans ont une carte vitale avec leur propre numéro indiqué dessus, mais ils dépendent toujours du numéro d'immatriculation des parents. Ils ne sont pas encore autonomes, sauf si apprentissage ou bien sûr cas exceptionnel de rupture familiale. En revanche, dès 18 ans, sans aucune démarche de votre part, la CPM les autonomise. Nous vous conseillons cependant d'inviter quand même votre salarié à contacter le 3646, qui est notre plateforme assurée, pour bien vérifier sa situation. On peut alors lui demander un bulletin de salaire ou un contrat de travail pour actualiser son régime. Si votre salarié n'a pas encore de numéro de sécurité sociale ou de NIA, le numéro d'identification d'attente,
au moment de l'émission de la DSN mensuelle, vous allez devoir créer un NTT. Alors, qu'est-ce qu'un NTT? Depuis février 2015, vous avez la possibilité de constituer un numéro technique temporaire qui est valable uniquement pendant 3 mois pour un salarié non immatriculé et pour votre DSN mensuel. Le NTT doit être constitué de la manière suivante. Il doit commencer par 1 ou 2 selon le sexe du salarié, être suivi du SIREN de l'entreprise et d'un identifiant du salarié. Dès que le salarié aura obtenu son numéro de sécurité sociale définitif, vous devrez absolument mettre à jour les informations dans votre logiciel. La DSN du mois où le numéro de sécurité sociale définitif aura été connu devra comporter cette information, ainsi que le NTT, pour pouvoir rapprocher les éléments antérieurs du compte de votre salarié. Voilà, je voudrais aussi vous rappeler un nouveau téléservice. En effet, l'assurance maladie met à disposition des employeurs un service en ligne. Il permet d'envoyer des demandes d'immatriculation des salariés étrangers et les pièces justificatives de façon 100% dématérialisée. Donc, si votre salarié est en situation régulière, qu'il est né à l'étranger ou de nationalité étrangère, il vous indique ne pas être immatriculé en France. Vous pouvez alors réaliser des démarches à sa place. Donc, cliquez donc sur le lien qui est sur le diapo. J'emploie un salarié étranger pour des informations complémentaires. Voilà. C'est bon, Jessica? Dans cette diapositive, alors je termine juste, j'ai presque terminé. Donc, dans cette diapositive, vous allez trouver, non, il n'y a pas de souci, Alain. Vous allez trouver différents liens pour des situations particulières. Alors, par exemple, comment déclarer un service civique, un stagiaire, un travailleur handicapé, un élu ou un apprenti. Là encore, cliquez bien sur les différents liens pour obtenir des informations complémentaires. Et pour terminer, après je laisserai la parole à Monsieur Girard, nous vous rappelons d'être vigilants sur les blocs changements. Je pense notamment au changement de contrat ou au bloc changement individu. Vous avez des informations complémentaires en cliquant sur le lien. Il est impératif de déclarer le changement. Voilà, je laisse la parole à Monsieur Girard s'il veut compléter cette présentation. Elle est parfaite, hein. Il n'y a rien à dire. Merci. Donc, je me présente, je suis Stéphane Girard, je suis inspecteur rédacteur à la des FIP du Var. Et je suis entre guillemets aussi référent tiers déclarant et spécialisé sur le PASS, entre autres choses. Donc en fait, mes interventions vont surtout, on va dire, être liées à au prélèvement à la source. Donc, comme l'a fait remarquer aimablement le collègue qui a travaillé et qui a présenté avant moi cette slide, il y a une grande importance à sécuriser les données d'identification des personnes, et c'est très important pour le prélèvement à la source et pour le rattachement des montants nets imposables déclarés au niveau des déclarations pré-remplies. Donc ça, c'est vraiment, donc j'insiste, et on insistera lourdement là-dessus. Le bloc nominatif doit contenir un certain nombre d'informations, quand bien même on a un numéro de sécurité sociale. Vous savez que nous, à l'administration fiscale, on ne veut pas utiliser le numéro de sécurité sociale, on lui substitue, la CNIL nous l'interdit, on lui substitue un numéro fiscal. Ce numéro fiscal, en fait, est attribué aux personnes grâce à un système qui permet de reconnaître et d'identifier et de fiabiliser les gens. Et donc, lorsqu'il n'arrive pas à identifier et à fiabiliser via le numéro, le NIR, il va se rattacher à d'autres éléments, c'est-à-dire le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu de naissance et l'adresse postale. Et donc, tous ces éléments sont servis dans le bloc nominatif de la DSN. Et donc, mieux servir ce bloc-là, ou le servir au mieux, permet d'éviter des difficultés d'identification et donc des difficultés à rapprocher les sommes déclarées pour les salariés, les employés, aux données fiscales que nous faisons apparaître sur les déclarations pré-remplies. Donc voilà, donc j'insiste sur cette grande importance de bien remplir les données nominatives de vos employés. Voilà. Un grand merci, Carole Barck et Stéphane Girard, de cette très belle intervention. Alors, avant de poursuivre la suite de ce webinaire, j'aimerais quand même potentiellement répondre à deux petites interrogations qui concernent la caisse primaire. Alors, la première, c'est le NTT est-il seulement utilisable 3 mois? Car j'ai des salariés étrangers depuis plus de 6 mois qui n'ont pas de NIR. Alors, Carole, est-ce que tu peux effectivement répondre à cette interrogation d'un de nos participants, s'il te plaît?
Je vais répondre moi, Patricia ou Carole. Oui. Ouais, bah, comme tu veux, Alain. Voilà. Non, vas-y, voilà. Jessica. Bon, voilà. On a répondu sur le chat, mais on peut quand même vous le redire. Donc, il doit être commencé par 1 ou 2. Ah, c'est pas sur le NTT? Si, c'est ça. C'est valable 3 mois. Ah, voilà. Ah, c'était le temps. Voilà. Oui, il est valable Voilà, 3 le mois. temps. Voilà, pour la DSN mensuelle. Voilà. Et il doit commencer Oui, par mais 1 ou 2. il y a une tolérance de 3 mois supplémentaires, sachant que les D'accord. délais, Jessica va pouvoir confirmer, mais les délais d'immatriculation, ils sont autour d'1 mois à peu près. Hein. Donc, on est sur 3 mois plus 3 mois. C'est très rare qu'on utilise ce délai. Tu confirmes, Jessica? Je confirme. Très bien. Et merci infiniment. Et la seconde interrogation, comment faire quand l'agent pose un arrêt de travail et qu'il a effectué un changement éventuellement de caisse? Carole, Jessica? Oui, je suis désolée. Vous pouvez nous répéter la question? On était en train de débattre du NTT. Comment faire quand l'agent pose un arrêt maladie et qu'il y a eu ou effectué un changement de caisse entre-temps? Il faut être patient. Normalement, voilà, ça se fait assez rapidement, hein, moins d'1 mois. Mais là, malheureusement, il faut être patient et attendre que le dossier soit bien pris en charge dans le nouveau régime. D'accord, merci infiniment. Nous pouvons effectivement poursuivre. Hein, c'est parfait, je te remercie, Patricia. Intermède question. Voilà. Donc maintenant, il est temps de vous parler du cercle, ce qu'on appelle le cercle vertueux de la DSN, qui est dans un souci et dans une logique de simplification, on l'a réduit à un demi-cercle, donc aujourd'hui. Donc il y a quelques notions quand même à prendre en compte et à être vigilant, ce que j'appellerais des points d'attention, que Jean-Claude vous en a parlé notamment. Il va falloir déterminer les SIRAC qui seront déclarés. Déterminer les SIRAC, c'est ce qu'on appelle la maille déclarative. J'insiste fortement, il y a une nécessité pour que ce soit cohérent entre vous, les URSSAF et la CARSAT sur le niveau de tarification. Voilà. Donc nous, il faut que sur ce point-là, les URSSAF et la CARSAT aient la même info. Donc utilisez si nécessaire l'outil de contrôle de SIRAT disponible sur Net Entreprise ou sur le site URSSAF+. Ensuite, donc, on a déterminé les SIRAT déclarés et les lieux de travail. On va vérifier le NIR de vos salariés. La direction des finances publiques vous a sensibilisé déjà sur le sujet. La marge d'erreur est beaucoup plus réduite qu'en DASU. Donc, on est dans une démarche de qualité. Donc, les NIR, vous avez déjà travaillé dessus pour les collectivités lors du PASSRO, quand vous êtes passé au PASSRO. Donc, vous aviez, et la DASU, vous donniez aussi un document important qu'on appelle le bilan d'identification des salariés. À partir de là, vous avez toute l'information comme quoi le salarié est connu, et donc tout va bien. Ou il n'est pas connu, là, on a un souci, il va falloir que le salarié ou par l'employeur, par le service dématérialisé, fasse le nécessaire auprès des CEPAM. Ou soit, des fois, on a des salariés qui sont connus du système, mais qui sont déclarés de manière qui ne correspond pas à l'INSEE. Je vais donner un exemple concret. Les diminutifs de prénom, Babette, Elisabeth, ça n'existe pas. Au niveau déclaration, c'est Elisabeth. Une autre règle de fonctionnement. Quand on travaille, on est égoïste et chacun travaille sur son propre numéro de sécu. On est tous immatriculés en France 2 jours après la déclaration en mairie. Carole vous a expliqué la notion d'ayant droit, l'impact, ça n'a pas d'impact sur c'est des enfants. Si vous avez des enfants qui travaillent, vous gardez quand même cette notion d'ayant droit. Mais quand on travaille, on déclare, on ne met pas le numéro de sécu du mari pour une femme ou des parents pour un enfant. Donc, vous avez aussi des outils dont vous avez l'habitude, aussi avec la DASU, tout ce qui est DSN, VAL et fonctions publiques, organismes complémentaires. Ces fichiers, comme on l'a toujours souvent répété, vous permettent de contrôler 99% de votre DSN. Seuls les SIRAT et les NIR ne sont pas contrôlés. C'est des bases privées, et donc sensibles et sécurisées. Et ce qu'on vous invite à faire, c'est de consulter également les comptes rendus métiers financiers et les comptes rendus métiers nominatifs. Vous avez des anomalies bloquantes, on va vous en parler par la suite, mais par contre, vous avez aussi des anomalies non bloquantes. Dans une logique de qualité qui est quand même le fil conducteur de la DSN, on vous invite aussi à prendre en compte les anomalies non bloquantes et de les corriger pour les DSN du mois suivant, même si cela ne vous bloque pas au niveau de l'acceptation de votre DSN à l'instant T.
Donc, comme je viens de vous le dire, ça reprend un petit peu donc, tout ce que je viens de vous informer. Vous avez une notion aussi, une obligation d'informer par rapport à la CNIL vos agents. Vous avez une lettre type disponible sur notre entreprise. Je pense qu'on va vous la mettre aussi dans le fil des questions-réponses, le lien. Il n'y a aucune obligation sur le formalisme de cette lettre. Simplement, vous avez l'obligation d'informer vos salariés. Ce qu'on vous conseille de faire, c'est de joindre un courrier avec les bulletins de paye. En général, c'est ce qui est fait et ça marche très bien et vous permet de remplir vos obligations. Alors, modifier une DSN, effectivement, c'est quelque chose qui sera bien sûr réalisable, hein, puisque une DSN, ben, ça se modifie, ça s'annule, ça se remplace. Donc, il faut voir après par rapport à l'exigibilité, à quel moment on se place. Donc, on vous dit, hein, jusqu'à la veille de l'échéance minuit, donc on effectuera ce qu'on appelle une DSN annule et remplace. Et bien sûr, seule la dernière déclaration sociale nominative déposée à l'échéance est prise en compte. Alors, on va par exemple, hein, on est exigible, on est mensuel au 15, donc vous allez pouvoir le faire jusqu'au 14 minuit, hein, pour faire ce qu'on appelle une annule et remplace. Si la DSN est une DSN, ce qu'on appelle initiale, vous aurez jusqu'au 15, bien sûr, pour la réaliser. Mais pour faire une annule et remplace, c'est jusqu'à la veille minuit. On passe l'échéance. À ce moment-là, on effectuera des blocs de régularisation. Hein. Et bien sûr, la correction se fait sans pénalité de la DSN. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à modifier les choses après la date d'échéance par ce qu'on appelle des blocs de régularisation. On va le voir un peu plus loin, comment on réalise cela. Et bien sûr, vous allez pouvoir modifier votre DSN. Donc, on parle aussi de changement. Je vais revenir sur les propos de Carole tout à l'heure. Vous avez parlé du NTT et la notion entre le lien entre le NTT, le numéro technique temporaire, et le NIR. Il faut savoir que la DSN est capable de faire le chaînage du NIR. Le chaînage du NIR, je m'entends, elle permet de reconstituer à travers l'identifiant qui est le NIR, qui est un identifiant unique pour chaque salarié, toute l'activité du salarié au sein. C'est très parlant au sein pour les contrats courts, au sein, mettons, les intérimaires, notamment dans l'origine privée, c'est très parlant. Donc, la DSN permet de faire le lien entre toutes les activités salariées d'un individu. Donc, ce qu'on vous demande, donc, on va vous parler de changement. Le bloc de changement permet de véhiculer la donnée avant de véhiculer la donnée de la période avant changement ainsi que la date du changement. Donc, on a, mettons, le NTT, vous avez le numéro technique temporaire. Quelques mois après, donc vous avez un délai de 3 mois qui est largement suffisant. Vous allez avoir un NIR certifié par l'INSEE. Donc, vous allez nous mettre dans votre DSN ces deux données et nous, le système DSN va pouvoir faire le lien et rapatrier tout ce qui était sous le NTT sous l'activité du NIR du salarié. Jean-Claude, je te laisse la main pour parler de la correction, peut-être. Alors, au niveau de la correction, il y a deux méthodes. On vous met la méthode différentielle et la méthode annule et remplace au niveau de la donnée. Donc, en méthode différentielle, vous allez régulariser, par exemple, vous deviez déclarer 1000 et vous aviez déclaré juste 800. Vous ferez une méthode différentielle, c'est-à-dire la différence, plus 200. Hein. Au niveau de la méthode annule et remplace, vous allez revenir sur vos données. Par exemple, le code type 100, par exemple, qui est sur 3 lignes, ce que vous aviez déclaré n'est pas bon. Vous allez faire ce qu'on appelle en annule et remplace. Donc, vous allez mettre le code type 100. Toutes les données que vous avez rentrées au niveau des bases vont être en négative. Et vous allez revenir avec ce code type 100 avec les bonnes bases en positive. C'est ce qu'on appelle un annule et remplace des données. Voilà le principe. Donc, deux principes. À vous de voir ce qui est le plus simple pour vous par rapport à votre logiciel de paye. Et bien sûr, si vous ne savez pas le réaliser, l'éditeur de logiciel de paye qui a un rôle primordial au niveau du paramétrage, mais aussi de l'accompagnement de tout ce qui se fait au niveau changement ou correction, n'hésitez pas à le contacter. Il vous expliquera comment faire dans votre logiciel de paye. Mais une fois que vous l'aurez fait, vous verrez, c'est très simple de faire soit un mode différentiel, soit un mode annule et remplace des données. Ça se fait simplement, vous verrez. Vous verrez cela quand vous allez pratiquer. Ok. Patricia, tu voulais faire peut-être des questions ou on continue? Je vais faire un petit temps d'échange rapide pour qu'effectivement on puisse aborder certaines interrogations sur le fil de discussion. Alors, première question, où trouve-t-on les tables des nettes entreprises pour les SIRET des organismes pour nos participants? C'est la première question que l'on nous pose.
Je vais répondre. Donc, elles sont sûrement, bon, je ne vais pas vous surprendre, mais elles sont sur Net Entreprise. Vous avez, Net Entreprise est organisé sur le parcours client. C'est-à-dire que quand vous, en tant que collectivité, vous allez cliquer sur, quand vous êtes sur Net Entreprise, sur je suis une collectivité, et vous allez avoir accès à divers pavés qui vous concernent, et notamment la rubrique documentation. Et là, vous allez retrouver toutes les rubriques, toutes les nomenclatures dont vous avez besoin. Sachant très bien que rien n'a changé. Hein. Vous avez simplement changé le format de déclaration. Vous êtes passé d'une logique avec des DASU, avec des DUS, à des DSN. Les organismes destinataires sont toujours les mêmes pour vous. Donc, il y a de fortes chances, je vous invite à vérifier, il y a de fortes chances que la nomenclature soit la même utilisée. Peut-être Didier, tu voudrais compléter mes propos? Bon, on n'entend pas Didier, peut-être il interviendra sur la fin. Patricia, tu as d'autres questions? Oui, j'ai d'autres questions. Alors, sais-tu, Alain, si la mise à jour du paramétrage est payante par les prestataires de la comptabilité, éventuellement? Est-ce que ces prestataires sont payantes? Je ne vais pas me répondre à la place des prestataires de la comptabilité. Est-ce qu'on entend par prestataire de la comptabilité des éditeurs de logiciels de paye ou la fonction, les finances publiques notamment? Si c'est votre éditeur de logiciels de paye, des éditeurs de logiciels de paye gratuits, j'en connais pas actuellement, donc je dirais que oui. Stéphane, peut-être au niveau finances publiques, vous avez vu que vous gérez, tu as un mot à rajouter sur le sujet? Sur les logiciels de paye? Non, pas particulièrement. Non, sur, mettons, les CRET, les collectivités qui seraient déclarées via la DDFIP. Ah, bah écoutez, de toute façon, on va en parler un petit peu tout à l'heure, puisque il y a des possibilités qui sont offertes. Après, actuellement, elles sont déjà gérées d'une certaine façon, et en définitive, le passage de la passerelle à la DSN, c'est juste des modalités un petit peu différenciées de faire sa déclaration suite à la paye, mais en définitive, je vois pas pourquoi ils changeraient quoi que ce soit pour l'instant. Il faut juste que le logiciel de paye qu'ils utilisent soit conforme à la norme NeoDes, qui est une obligation, sinon ça passe pas par Net Entreprise, c'est impossible. C'est pas, voilà, la DSN ne peut pas être constituée dès lors que le logiciel de paye ne respecte pas la norme. Voilà, c'est clair. Hein. De toute façon, il n'y a pas le choix. Hein. Après, voilà, je suis d'accord avec Stéphane. La seule certitude, c'est que vous avez l'obligation, la nécessité de faire les mises à jour. Et c'est très important. J'espère qu'on a répondu à la question. Sinon, on y reviendra par la suite un peu plus tard. Merci. Alors, on va poser encore une ou deux questions. Ensuite, je vous propose de poursuivre. Alors, cette question, elle est potentiellement sur le premier versant de la présentation. J'ai une personne qui me demande, doit-on commencer le paramétrage maintenant? Oui. Jean-Claude. Pour la parole. Oui, bien sûr, il faut commencer. Prenez contact avec votre éditeur logiciel de paie. Hein, c'est vraiment des choses à faire et à dire. La deuxième, c'est bien sûr vous inscrire sur Net Entreprise si vous ne l'étiez pas au niveau de la déclaration sociale nominative. Hein, peut-être l'étiez-vous pour la DUX, même si aujourd'hui la DUX, on ne la fait plus que sur osaf.fr. Mais complétez à ce moment-là votre abonnement en mettant dans votre panier, si c'est une image, mais c'est ça, la déclaration sociale nominative. Donc, les deux premières choses à faire, c'est ça. Prendre contact avec votre éditeur de logiciel de paye. Alors, pour revenir sur la question avant, comme disait Alain, je pense qu'effectivement, il y a un coût. Hein. Les choses gratuites, vos éditeurs ne vont sans doute pas vous faire cadeau de la mise à jour, parce qu'effectivement, il y a une norme à mettre en place, la norme NeoDes, tout ça. On l'a très bien dit avant. Mais derrière, justement, ils doivent vous accompagner, hein, vos éditeurs. Donc, vous accompagner, c'est-à-dire de l'information, de la formation, et tant que ça ne passe pas, ils doivent vous accompagner tout au long de la mise en place, et même après, comme je vous disais tout à l'heure, sur le correctif, hein, important. Hein, donc, voilà. Mais autrement, oui, prenez contact maintenant. Donc, on est le 15 octobre, vous n'êtes pas en retard, mais maintenant, il faut y aller et il faut prendre contact avec votre éditeur. Et pour compléter les propos de Jean-Claude, il est aussi important, on va vous en parler par la suite, de faire des tests avant le début de la saison, on va dire au 5 février. Il est important de tester votre DSN, vous acclimater au système DSN. Voilà, on a prévu de vous en parler par la suite. Tout à fait. Alors, Patricia, on peut continuer ou d'autres questions? Je préférerais encore aborder une petite question et ensuite nous allons poursuivre. J'ai une personne qui me dit, nous avons un problème concernant le paramétrage des organismes
de cotisation. En effet, le test nous revient en indiquant que le SIRET des organismes n'est pas correct, alors qu'il s'agit des SIRET indiqués dans les tables de net entreprise. Comment faire dans ce cas-là? Jean-Claude, est-ce que tu as pour l'URSSAF, moi, on pourra vous une donner astuce? à la fin le numéro SIRET de l'URSSAF qu'il faut paramétrer. Logiquement, les éditeurs ont ces SIRET-là, les différents organismes. Mais c'est vrai que nous, on se rend compte que dans notre boîte mail, notamment, on nous demande souvent ce SIRET-là. Il y a juste ce SIRET-là à paramétrer. Hein. Le numéro de compte URSSAF, je parle pour nous, est à oublier, hein, le 937 avec des zéros et ainsi de suite. Celui-là, vous n'aurez pas à le paramétrer, mais c'est vrai que les SIRET sont à paramétrer dans votre logiciel de paye. Et nous, enfin, on vous le donnera à la fin de la présentation, si vous le souhaitez, le numéro SIRET de l'URSSAF PACA. Pour mes autres collègues, je laisse la parole. C'est parfait, nous pouvons poursuivre sur effectivement les cas particuliers. Non, il y a encore une petite diapo, je vais prendre la suite. La correction. Donc, on va continuer sur les changements notamment. Donc, bon, on vous en parle. Il y a les données identifiantes pour lesquelles il est nécessaire de connaître l'ancienne et la nouvelle valeur. Je vous en ai parlé, je ne vais pas plus développer, notamment avec le numéro technique temporaire et le NIR certifié. Donc, ça nous permet, vous avez bien compris que cela nous permettait de faire le chaînage du NIR et de retracer la photo de vie de votre salarié au sein de votre collectivité. Et on a aussi des données non identifiantes pour lesquelles la date de survenance impacte la protection sociale au sens large, la sécurité sociale. On peut aussi parler de la partie finances publiques. Je vais prendre un exemple simple. Hein. Votre salarié, j'insiste bien, votre salarié du régime général vous présente un arrêt de travail. On a besoin de connaître la date de survenance pour que derrière, ces droits, les droits acquis auprès de la sécurité sociale soient payés au bon droit et à la bonne date. Donc, on a besoin de, voilà, il y a des structures qui, si ça concerne l'individu ou le contrat, on a des structures qui permettent de déclarer ces éléments-là. Donc, voilà, donc Jean-Claude, je te laisse la main, peut-être? Alors, concernant les corrections des données déclarées sur les DSN antérieurs, on en a parlé tout à l'heure, mais effectivement, les données dont seule la dernière valeur est utile, donc ça sera l'adresse du salarié, et bien sûr, ça sera la dernière qui sera prise en compte. Hein. Toujours pareil, jusqu'à l'exigibilité, bien sûr. Hein. Les données dont la valeur est nécessairement en cohérence avec une période ou pour lesquelles les dates de modification ont un impact sur les droits. Donc, bien sûr, ça, on pourra le corriger sans problème dans le paramétrage. Hein, toujours pareil, vous voyez, c'est le bloc S21G0031. Au niveau du contrat, ça sera la même chose avec à la fin 41. Donc, à ce moment-là, au niveau du bloc de changement, vous ferez vos corrections sans difficulté dans votre logiciel de paye. Donc, peut-être tout ça vous paraît un peu abstrait aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, vous faites tous la plupart de la saisie en ligne hein, sur le site ursaf.fr pour déclarer au mois le mois ou voire au trimestre. Et là, vous voyez, on vous demandera de corriger dans ces blocs-là. Mais encore une fois, lorsque vous aurez de l'information, enfin de la formation de la part de votre éditeur, vous saurez le faire sans aucune difficulté, on peut le dire. Je te remercie, Jean-Claude. Donc, on va aborder les situations particulières. C'est le moment où je laisse la main à Samantha pour vous présenter quelques cas particuliers. C'est Stéphane qui commence. Oui. Stéphane, il va ouvrir le tir, si j'ose dire. Alors, donc, ça va être assez court sur ce point-là. Sachez-le, mais de toute façon, c'est déjà quelque chose qui est connu en définitive, puisqu'il s'agit juste de… La DSN, c'est juste la continuité de la paie. En DGNITIL, on établit sa paie, la machine mouline, et elle vous produit une DSN. On est d'accord? Bon, bah, c'est la même chose, ça ne change pas la DSN par rapport à ce qui existait auparavant. Et donc, sachez-le, il y a des conventions de paie qui peuvent être signées avec la DGFIP. Et la DDFIP, donc, peut, après accord, prendre en charge votre DSN mensuel. Donc, là, dans le cas présent, on ne va pas faire un débat, enfin, du moins, une présentation sur ce point. Je vous invite juste à vous rapprocher des comptables publics, puisque, en général, vous dépendez d'un comptable public dont vous dépendez afin d'obtenir des informations plus spécifiques sur ce dispositif, au cas où vous seriez intéressé. Donc, c'est soit un comptable d'une trésorerie spécialisée secteur public local, soit du service de gestion comptable si ces nouveaux services ont été mis en place, et de son corollaire, le conseiller aux décideurs locaux, qui pourra se faire le relais de votre demande
auprès d'un service qui est en charge, on va dire, de l'animation du secteur public local au niveau des directions départementales et des directions régionales, qui s'appelle la division du secteur public local. Donc, le relais, on va dire, de vos demandes se fait par soit, comme je vous l'ai dit, le comptable public auprès duquel vous êtes, on va dire, entre guillemets, rattaché. Voilà, sur ce point, je ne dirais pas au-delà. On va dire que les demandes doivent se faire et ensuite elles seront instruites telles qu'elles doivent l'être en fonction de la procédure qui est prévue. Voilà. Donc, les payes déjà externalisées au centre de gestion ou au centre intercommunal de gestion. Donc, si vous avez effectivement externalisé vos payes et si vous les avez confiées à un centre de gestion, c'est le centre de gestion qui va déclarer pour vous la déclaration sociale nominative. Donc, vous n'avez rien à faire dans ce cadre-là. Donc, cette possibilité, elle est offerte après une signature d'une convention de paye à façon. Après, donc, l'absence de logiciel NEODS, eh bien, Stéphane vous en a parlé tout à l'heure. En fait, le logiciel doit avoir une norme qui est comprise par Net Entreprise au moment des déclarations. Alors, je pense qu'il y a de moins en moins de collectivités qui font la paye manuelle parce que pour faire les déclarations Passero, déjà, ça doit coincer. Mais si vous êtes dans ce cas-là, il faut que vous contactiez votre centre de gestion qui pourra peut-être vous orienter pour que vous confiez vos payes à d'autres prestataires extérieurs. Je reprends la parole, ou le micro, que sais-je. Donc, ça ne concerne en définitive que ceux d'entre vous qui seraient dans ce cas. Donc, ce sont les ESPIC avec agents privés publics. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ESPIC, parce qu'on adore les acronymes, mais c'est quand même bien de dire ce qui se cache derrière. Donc, ce sont les établissements de santé privés à but non lucratif qui sont devenus des établissements de santé privés d'intérêt collectif. Il y avait une loi de 2009 dite Hôpital, Patient, Santé, Territoire qui a substitué aux établissements qui auparavant existaient. En définitive, c'est des établissements privés qui sont, on va dire, auxquels on met une charge de participer au système de soins public. Donc, évidemment, ces établissements privés peuvent se voir aussi mis à disposition des gens du service public, donc qui relèvent de deux statuts différents. Soit de l'agent public d'un côté, soit d'un statut de droit privé. Ça existe dans d'autres organismes. Je prendrais par exemple, le Pôle emploi. Le Pôle emploi, vous savez que a été constitué à la fois de la NPE qui était publique et de la des ACDI qui, eux, étaient privés. Donc, subsistent maintenant dans cette nouvelle structure 80% qui ont un statut privé et 20% qui ont un statut public. Donc, ces gens-là sont tous payés, évidemment, sur DSN. Simplement, comme leurs règles de gestion ne sont pas les mêmes, il va y avoir une paye établie pour ceux d'un côté, une paye établie pour les autres. Pour autant, ce sera globalisé, mais il y aura ce qu'on appelle le fractionnement des DSN. Donc, c'est ce qu'on appelle les DSN fractionnés. Mais on aboutira quand même à un paiement globalisé. On est d'accord? Donc, c'est ce qu'on le voit apparaître. Nous, on voit des DSN avec fractions. Elles ont des numéros de fractions qui correspondent effectivement à des statuts particuliers, des liquidations de paye particulières, mais c'est quand même globalisé. Il ne faut quand même pas s'affoler pour ça. Donc, c'est vraiment un système qui s'applique sur des organismes spéciaux, vous avez vu, qui relèvent d'un statut juridique particulier. Donc, le paiement est globalisé. Et j'en profite, puisqu'on est au moment du paiement, pour rappeler que les établissements, collectivités publiques sont soumis à certaines particularités, notamment au niveau du paiement. Alors là, je vais vous parler du paiement du PASS, évidemment, puisque moi, je suis là pour le prélèvement à la source. Et que donc, il existe sur les DSN un bloc paiement, ce qu'on appelle le bloc paiement. Et donc, vous êtes, sachez-le, conformément à l'article 2 et 3 d'un arrêté du 24 décembre 2012, le virement bancaire constitue le mode de règlement de droit commun des dépenses publiques, notamment des traitements et de leurs accessoires. Ainsi, pour les collectivités territoriales, leur établissement public et les établissements publics de santé dotés d'un comptable public, je précise, le reversement mensuel du prélèvement à la source auprès de la DGFiP s'effectue par virement, comme pour les cotisations sociales. À ce titre, les organismes dotés d'un comptable public ne doivent pas servir le bloc paiement, bloc reversement organisme, de la déclaration DSN. D'accord ? Les établissements non dotés d'un comptable public de l'État, c'est-à-dire dotés d'un agent comptable, relèvent des modalités de reversement de droit commun,
à savoir le télérèglement via un ordre de paiement figurant au sein de la déclaration DSN qui comportera le montant global de passe et les coordonnées BIC IBAN du compte à prélever. Donc on est d'accord. Résumons. Si vous avez un agent comptable, vous êtes comme les privés, c'est-à-dire vous faites le paiement en DSN. Si par contre, vous êtes doté d'un comptable public, c'est le virement. C'est le mandat en fait. C'est comme c'est classique. Donc il faut faire très attention au mode de paiement du pass, de reversement du pass qui sera différent suivant la nature de votre comptable. Voilà, ça c'était important à préciser. C'est même essentiel. Et pour finir, j'ai un petit passage sur le paiement des traitements en décalé. Donc en fait, il y a quelques subtilités, c'est-à-dire que les données, les informations sociales et les informations fiscales ne sont pas, on va dire, traitées de la même manière en termes de date. Je m'explique. Si des modifications sont faites sur la législation en termes de plafond de sécurité sociale, de taux de cotisation sur une période donnée, c'est la date à laquelle cette somme aurait dû être versée ou prise en compte. Par exemple, admettons, je vais vous prendre un exemple, des gens qui ont des payes de décembre qui sont versées en janvier. Les cotisations sociales vont être calculées à des taux qui seront ceux de la paye de décembre. D'accord ? Même si au 1er janvier, il y a eu un changement. Alors que pour le fiscal, parce que nous, vous savez, sur la DSN, nous récupérons à la fois les données du PASS et le net fiscal. Les données du net fiscal, comme vous le savez, sont liées à la date de versement. Donc, en fait, vous avez un décalage qui existe. Vous avez des employés souvent qui se posent la question et qui vous demandent « mais je ne comprends pas, ma paye de décembre, pourquoi elle est imposable l'année d'après ?» Eh bien, elle est imposable parce que la règle fiscale, c'est que sont imposables les sommes versées au titre des salaires, notamment, l'année de leur perception et non pas l'année du versement correspondant, enfin, l'année à laquelle la période se rattache. Donc, en définitive, les payes de décembre versées en janvier sont déclarées sur la DSM, évidemment, qui est payée, enfin, qui apparaît en janvier. Pour les cotisations sociales, c'est bien décembre, mais pour le fiscal, c'est bien janvier. Voilà. Juste une petite subtilité. Un grand merci, Stéphane. Avant que vous puissiez intervenir, Samantha Navré, j'aimerais qu'on réponde à une petite interrogation. Y a-t-il un numéro de SIRET à renseigner pour la DGFIP, Stéphane ? Parce que j'aimerais bien qu'on réponde. Ah oui, de toute façon, oui. Ah bah, nous, de toute façon, les DSN, de toute façon, le support, c'est nécessairement, il y a le SIRET. Comme le disait quelqu'un tout à l'heure sur la maille déclarative, ça nous sert aussi, nous, au niveau du PASS. Donc oui, bien sûr. Donc logiquement, tous les établissements, les collectivités, on le voit bien, elles sont obligées d'avoir un SIRET parce qu'au moment du paiement, il faut bien que l'imputation comptable puisse se faire. Sachez-le, c'est les services des impôts des entreprises. Même si c'est une collectivité, et ça arrive régulièrement qu'on ait des problèmes, la prise en charge comptable au niveau des services d'impôts des entreprises se fait au niveau du SIRET. Hein. Donc, il faut qu'il y ait un SIRET. Sinon, de toute façon, on va avoir des difficultés, et même c'est même pas possible en général. Il n'y aurait pas de possibilité de pouvoir un rapprochement, une imputation entre les sommes versées et la nature, l'entité juridique qui en aura effectué le versement. Donc oui, oui, il faut. Tout le monde doit avoir un SIRET. Hein. On va dire, c'est la carte d'identité de l'entreprise. Qu'elle soit publique ou privée, ça ne change rien. Même nous, on a des SIRET. L'État a un SIRET. Hein, tout le monde a un SIRET. Il en faut. On est obligé, de toute façon. La DSN, c'est une obligation. Enfin, dites-moi si je me trompe. Hein, mais voilà. Non, merci Stéphane pour cette intervention. Patricia, y a-t-il d'autres questions ? On peut continuer. On peut continuer avec je te remercie. Je passe à la diapo suivante. Donc, temps d'échange un petit peu plus tard avec d'innombrables questions que j'ai recensées. Oui, je laisse la main à Jean-Claude pour présenter les 2 premiers points. Merci Alain. Alors, on continue effectivement avec les déclarations mensuelles et trimestrielles. Alors oui, certains d'entre vous ont encore, vous êtes ce qu'on appelle chez nous en trimestriel, c'est-à-dire que janvier, février, mars, par exemple, est à déclarer au 15 avril. Alors, vous aurez, avec la déclaration sociale nominative, j'espère que vous l'avez compris, vous aurez obligatoirement à faire une déclaration mensuelle. Là, on n'y échappe pas, une déclaration mensuelle. Et donc, ceux qui faisaient aujourd'hui des déclarations trimestrielles, donc 4 par an, devront faire une déclaration mensuelle. Au niveau du paiement, le législateur a laissé pour uniquement ceux qui sont aujourd'hui au trimestre, c'est-à-dire jusqu'à 11 salariés pour les 3 dernières années, voilà, je précise.
vous avez la possibilité donc de garder cette option de paiement et uniquement de paiement trimestriel. Alors, pour rien vous cacher, c'est avec nous en URSSAF, on préférerait que vous choisissiez l'option mensuelle, hein, c'est-à-dire une déclaration mensuelle, par exemple janvier, exigible au 15 février, et le paiement qui arrive au 15 février. Les éditeurs, je sais, vous poussent aussi à ça. Alors, ce n'est pas parce qu'on veut vous prendre l'argent plus rapidement, hein. Ce n'est pas ça, même si on est l'URSSAF, je sais, mais l'idée, c'est que ça soit plus simple à gérer pour tout le monde, hein. Une déclaration, un paiement. Alors, si vous le souhaitez, hein, parce que, encore une fois, vous avez la possibilité, donc vous pouvez le faire. Si vous voulez garder cette option-là, il faudra le faire avant la fin de l'année. Vous allez sur le site ursaf.fr, via la messagerie, vous verrez, c'est indiqué, et vous pouvez garder cette option de paiement et uniquement de paiement trimestriel. Vous avez bien compris que la déclaration sera obligatoirement mensuelle, hein. Voilà. Au niveau de la déclaration préalable à l'embauche, alors c'est une des seules déclarations, puisque la DSN, on l'a peut-être déjà dit, mais en gros, ça embarque 40 ou 45 déclarations, je ne sais plus, Didier pourra vous le préciser, mais l'idée, c'est de faire une seule déclaration, comme je disais tout à l'heure, c'est dites-nous une fois. La seule chose qu'il faudra quand même nous faire en parallèle, c'est la déclaration préalable à l'embauche. Anciennement, la déclaration unique d'embauche, c'est la même chose, qui, elle, n'est pas embarquée via la DSN. Donc, vous embauchez quelqu'un, pour faire simple, vous devez toujours faire votre DPAE en ligne, hein, sur le site ursaf.fr, comme vous savez le faire. Voilà, donc sachez que la DSN n'embarque pas la DPAE, c'est ce que je voulais dire. Et pour compléter un peu les propos de Jean-Claude, entre la DPAE qui n'est pas quand même, qui n'a rien de contractuel, et le début du contrat, vous avez aussi le signalement de l'amorçage de données variables qui permet de récupérer le taux du prélèvement à la source, ainsi que d'informer mutuelle et prévoyance de l'embauche d'un salarié. Donc maintenant, on va parler de la taxe sur les salaires. On s'est rendu compte s'il y a un retour d'expérience pour ceux qui sont déjà rentrés en DSN. Voilà, donc ce qu'il faut savoir sur la taxe sur les salaires, c'est qu'elle se déclare une fois par an en décembre ou en janvier, établissement par établissement. Et bon, il y a un bloc comme pour toute information, il y a un bloc assujettissement fiscal avec la célèbre rubrique S21G0044. Le petit point de vigilance ou d'attention, même si vous n'êtes pas assujetti, il faut déclarer la déclaration de l'assujettissement est obligatoire. Même si vous ne payez pas de taxe sur les salaires, vous devez indiquer cette donnée-là, grosso modo. Et en cas de cessation, le déclarant dispose de 60 jours pour réaliser sa déclaration. Mais c'est une loi qui date depuis bien fort longtemps. À chaque cessation d'activité pour une entreprise ou pour un établissement, le déclarant a 60 jours pour faire toutes les formalités. Je vais laisser la main à Samantha. Donc, la mutation ne constitue pas une fin de contrat, parce qu'effectivement, la mutation, elle est faite sur demande de l'agent qui passe d'une collectivité X à une collectivité Y. Il y a quand même une continuité dans la mesure où cette personne, elle conserve son grade, et donc il y a une continuité dans la carrière. Donc, cette mutation, elle donne lieu à deux déclarations, une dans l'établissement d'origine, où du coup, vous avez tous les blocs à renseigner. Donc, le bloc de l'établissement d'origine, qui est le bloc 62, doit avoir la valeur 100. Et le bloc du nouvel établissement, qui est donc l'établissement d'accueil, il doit déclarer l'ancien SIRET et les nouveaux SIRET de manière à faire le lien. Les détachements, donc il existe plusieurs cas de détachement. Donc, il y a le cas de détachement qui conduit à pension et le détachement qui ne conduit pas à pension. Comme dans le cas de la mutation, il y a quand même une continuité dans la carrière administrative de l'agent et donc il doit y avoir un suivi. Et dans le cas du détachement, en plus, il y a la double carrière. Donc, quand la personne elle est détachée dans un établissement qui ne conduit pas à pension, c'est le cas par exemple d'un fonctionnaire qui part dans une entreprise privée, la collectivité d'origine, elle doit faire une déclaration et ensuite elle récupère le montant de la cotisation auprès de l'entreprise privée. Lorsqu'il s'agit d'un établissement d'accueil qui conduit à pension, le nouvel employeur il déclare les cotisations. Et en ce qui concerne la fonction publique d'État, les cotisations, elles sont toujours déclarées par l'établissement d'accueil.
Les suspensions. Alors, il convient de déclarer toutes les suspensions de travail, quelle que soit la rémunération de l'agent. La rémunération, elle peut varier de 0 à 100. Donc, les cas de suspension, ça va être par exemple le détachement, la disponibilité, le service non fait, la grève. Et donc, ces périodes de suspension, elles doivent être déclarées dans le bloc 65 qui s'appelle « Autre suspension de l'exécution du contrat ». Et le bloc qui concerne la déclaration de la CNRACL, il doit indiquer le taux de rémunération. En ce qui concerne les fins de contrat, donc sur les fins de contrat, vous avez une liste prédéfinie que la norme vous permet de déclarer, notamment vous les incitez, on ne va pas les balayer un par un. Ce qu'il faut retenir, surtout, c'est que si la fin de contrat de votre agent ne correspond à aucun motif de cette liste, vous devez utiliser uniquement le code 999, qui est ce qu'on appelle, entre guillemets, le code poubelle, fin de relation avec l'employeur, autre que contrat de travail, convention ou mandat. Donc, l'information à retenir, c'est que soit la fin de contrat est comprise dans la liste, sinon, c'est le code 999. Pour revenir aussi sur la taxe sur les salaires, bon, j'ai vu des questions, notamment que les collectivités n'étaient pas soumises à la taxe sur les salaires, notamment, mais il faut quand même déclarer, vous mettez le montant 0, vous déclarez l'assujettissement, même si vous n'êtes pas soumis à la taxe sur les salaires. Donc là, j'ai été clair, donc soit c'est dans la liste, soit c'est le code 999. Et voilà, on arrive au dernier trimestre 2021, donc on est en plein dedans, on est le 15 octobre. Donc, qu'est-ce qu'on va devoir faire sur ce dernier trimestre et sur ce premier trimestre 2022? Alors, dernier trimestre, on va commencer par finaliser les obligations sociales. Donc, alors, la déclaration unifiée des cotisations sociales, c'est-à-dire que octobre, novembre, décembre, bien sûr, il faut toujours faire votre DUX en ligne sur le site ursaf.fr, vous le savez. Le TR, tout à l'heure, je vous ai presque lu ce qu'il y avait sur ursaf.fr, donc on oublie, hein, on l'a laissé à l'écran, mais le tableau récapitulatif. Alors, si vous voulez le faire parce que vous savez que vous n'avez pas de modification à faire sur cette année 2021, vous pouvez toujours le faire. Hein. C'est-à-dire que l'URSSAF ne vous enlève pas le tableau récapitulatif si pour certains, ça les rassure parce que par habitude, ainsi de suite. Mais si vous savez que vous allez avoir des régularisations à faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous reviendrez avec votre DSN du mois de janvier exigible donc au 5 ou au 15 février et vous embarquerez des blocs de régularisation sur cette année 2021. Voilà l'idée. Ensuite, qu'est-ce qu'il faudra faire pour ce dernier trimestre? Préparer les éléments de la DASU 2021 attendue au 31 janvier 2022. Alain, tu me le confirmes, la DASU, elle est toujours obligatoire et à faire avant le 31 janvier. Je confirme. Tu confirmes. Identifier le ciré déclarant. Donc ça, bien sûr, hein, on sait sur quel ciré on va devoir déclarer. Bien sûr, un ciré actif, un numéro de compte URSSAF actif. Ça, on l'a dit, on vous l'a déjà dit. Fiabiliser les NIR, ça a été fait pour configurer la DSN de janvier 2022. Bien sûr, obligatoire à l'importance, comme on vous l'a dit, de ces NIR fiabilisés. Réaliser une première DSN sur l'environnement de test. Ça, on va l'expliquer un peu plus loin. Mais effectivement, vous allez déjà pouvoir réaliser des tests et c'est même conseillé. Et bien sûr, consulter le retour et éventuellement, parce que vous en aurez sans doute, hein, corriger des anomalies pour pouvoir refaire des tests. Hein, c'est l'idée. Informer les agents du passage à la DSN au janvier 2022. Alain vous l'a dit tout à l'heure. Effectivement, il faut que vos agents soient informés. C'est juste un petit formalisme qui a été mis en place pour leur dire on va passer à la DSN. On arrive à ce premier trimestre 2022. Donc, ça y est, vous allez partir en DSN. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Finaliser la DASU au 31 janvier, faire tourner la paye de janvier 2022 avec un logiciel de paye compatible. Bien sûr, vous aurez fait les tests. Donc, bien sûr, votre logiciel à 99,9%. De toute façon, aujourd'hui, tous les logiciels du marché ont la norme Neodesk, comme on vous l'a dit. Donc, bien sûr, ils seront à même de faire une DSN. Si ce n'est pas le cas, il faut bien sûr changer de logiciel de paye. Mais je pense qu'il y en a plus beaucoup. Ensuite, déposer la DSN du mois principal déclaré janvier avant son échéance de février 2022. Donc, ça sera soit le 5, soit le 15 février. Rien ne change. Hein. Et pour les comptes qui seront trimestriels et qui vont devoir faire une déclaration, ils seront mensuels au 15 et non pas au 5. Hein. D'accord? Ne plus réaliser les anciennes procédures, je vous l'ai dit en début de présentation. Plus de passereau, hein, c'est fini, c'est le prélèvement à la source qui l'emporte. Plus de DUX, je vous l'ai dit aussi, hein, plus de saisie en ligne. On ne vient plus faire cette petite saisie habituelle qu'on a l'habitude de faire. La DSN le fait pour nous. Et le tableau récapitulatif, je vous l'ai dit, ça c'est fini. On ne le fait plus, bien sûr, sur ce premier trimestre 2022.
Patricia, souhaites-tu faire un temps de questions-réponses peut-être? Alors, j'ai effectivement visualisé le chatbot et nous avons répondu à l'intégralité quasiment des interrogations. Alors, j'ai une petite interrogation. La taxe sur les salaires, Alain, nous continuons à la faire sur impôt.gouv ou alors as-tu d'autres préconisations pour cette interrogation-là? La taxe sur les salaires est comme toutes les autres données et comme toutes les autres déclarations que la DSN va absorber, doit être déclarée au sein de la DSN uniquement. C'est un peu le principe de la DSN de vous simplifier les démarches en supprimant les autres déclarations pour toutes les synthétiser au sein de la DSN. C'est parfait. Alors, une seconde interrogation, merci Alain. Doit-on continuer à faire des déclarations d'accident de travail sur Net Entreprise? Je vais laisser peut-être quelqu'un de la CEPAM répondre à la question. Est-ce que quelqu'un veut bien prendre la parole? Jessica, Carole, Marine? Est-ce que vous pouvez répéter la question? On était sur le chat en train de répondre à des questions. C'est juste une question autour de la DAT en DSN. Oui, je suis en train de répondre. Justement. Donc, nous, les déclarations d'accident de travail se font uniquement sur Net Entreprise pour l'instant. La DSN ne permet pas d'envoyer une déclaration d'accident de travail directement dans nos services. C'est que le signalement d'arrêt. Voilà, mais dans le signalement d'arrêt de travail, il y a une condition. Vous allez pouvoir, pas de suite, vous allez pouvoir faire des DAT en mode DSIJ, mais simplement, on va vous demander un historique de 12 mois. C'est-à-dire que pour un signalement d'événement classique, un arrêt de travail classique, il va falloir un historique de 3 mois de DSN. Pour un accident de travail, on est sur 12 mois d'historique. Et sur Pôle emploi, donc ce qu'on appelle fin de contrat de travail, on est uniquement sur 12 mois d'historique. Donc oui, vous allez pouvoir faire des signalements d'événements, vous allez pouvoir déclarer en DSN, mais avant tout, il va falloir se constituer un historique nécessaire. Alors, je rebondis juste sur ce que tu dis, Alain. Donc, effectivement, l'historique, on parle bien du signalement pour les arrêts de travail avec un accident de travail. Par contre, pour la déclaration d'accident de travail, elle se fera uniquement sur Net Entreprise. Il n'y a pas de signalement. Oui, précise-le bien, c'est bien ça. Je suis d'accord avec toi, Jess. Merci. D'autres questions, Patricia? Oui, pour les déclarations, doit-on obligatoirement respecter les dates bien précises? Oui. Je laisse Jean-Claude répondre. Oui, bien sûr. L'éligibilité n'empêche changer avec la DSN. Je vous dis, il y a cette particularité sur les comptes trimestriels qui devront faire obligatoirement, comme je vous l'ai dit, une déclaration mensuelle. Mais après, les dates ne changent pas, soit au 5, soit au 15. Voilà, c'est comme vous avez l'habitude de le faire au niveau des DUX. Là-dessus, le législateur n'est pas revenu. Donc, oui. Autrement, après, malheureusement, il y a toujours, c'est pareil, c'est pénalité, c'est majoration de retard, on fait des demandes de remise, ainsi de suite. Mais là-dessus, il n'y a pas eu d'évolution ou de changement avec la déclaration sociale nominative. Un grand merci à vous deux. Alors, une dernière interrogation et ensuite, nous allons potentiellement poursuivre. Jusqu'à présent, Elisabeth nous dit, jusqu'à présent, nous percevons les IJ par subrogation. Sera-t-il toujours possible de percevoir ces IJ avec la DSN? Alors, je réponds oui, bien sûr. Ça sera exactement le même principe. Le destinataire de paiement, que ce soit par de la DSN ou par le site Net Entreprise, en fait, la DSN, ça va reconstituer tout simplement une attestation de salaire dans nos services. On vous demandera, quand vous ferez les signalements d'événements, de renseigner les dates de subrogation s'il y a une subrogation. Et derrière, on versera l'indemnité journalière directement à vos services. Merci infiniment. Alors, je vous propose de poursuivre le programme et ensuite, je relève toujours au fil de l'eau vos différentes interrogations. Pas d'inquiétude. Nous tenterons de répondre à l'intégralité de vos questions. Mais je souhaite poursuivre sur donc. On est sur accéder à la DSN et je vais laisser la main à Cédric et à Marine pour vous présenter. Navarro de la Caisse primaire d'assurance maladie. Je vous en prie. À vous de jouer. Merci Alain. Bonjour à toutes et à tous. Donc Cédric Guerrier, ICPM de Bastia en Haute-Corse. Donc nous allons voir en fait pour accéder à la DSN.
il suffit simplement d'utiliser le site Net Entreprise. Donc, si vous êtes déjà inscrit sur Net Entreprise, vous devez le faire. Alors, petit rappel, c'est seulement votre administrateur qui peut ajouter ces droits d'accès. Donc, si vous êtes uniquement déclarant, il va falloir se tourner vers votre administrateur. Alors, pour faire donc cet accès, il suffit de se connecter donc avec vos identifiants, de cliquer sur Connexion. Et sur le menu personnalisé, dans la rubrique Gestion, il suffit d'ajouter la DSN pour le régime général. Donc, la liste des déclarants inscrits s'affiche. Et donc, pour ajouter cette habilitation, il suffit de cocher la case et éventuellement de la décocher pour supprimer cette habilitation. Ensuite, donc, vous renseignez un mot de passe, puis une question secrète. Et on clique tout simplement sur Valider. Donc ça, c'est le cas si l'inscription en Net Entreprise est déjà effective. Si vous n'êtes pas encore inscrit, c'est ma collègue Marine qui va vous en parler. Marine. .fr. Cliquez sur votre compte dans l'encadré jaune ou à droite. Oui. Je pense que Marine a un léger problème de connexion. Si vous en êtes d'accord, on va peut-être potentiellement attendre qu'elle puisse se reconnecter. Sinon, c'est. Ou alors, Cédric, tu veux bien le faire? Tu reprends la main si Marine. Oui, si vous voulez. Marine. Vous m'entendez? C'est parfait, Marine. Oui, vous m'entendez ou pas? Oui. Ah, super. Donc, je ne sais pas à partir de quel moment vous ne m'entendiez plus. Donc, je vais reprendre. Donc, si vous n'êtes pas connecté, si vous n'êtes pas inscrit, à Net Entreprise, il faudra se rendre sur la page netentreprise.fr, cliquer sur votre compte dans l'encadré jaune en haut à droite, puis sur « Je crée mon compte Net Entreprise ». Renseignez les paramètres d'inscription, à savoir le SIRET, nom, prénom, téléphone et adresse mail. Le SIRET, nom et prénom renseignés constitueront vos identifiants de connexion. Et ensuite, cliquez sur « Je m'inscris ». Les conditions générales vont se matérialiser à l'écran. Cliquez sur « J'accepte ». Renseignez ensuite le mot de passe et la question secrète qui vous permettront à tout moment de modifier votre mot de passe pour des questions de sécurité ou en cas d'oubli, puis cliquez sur « Valider ». Une fois les informations renseignées, cliquez sur « S'inscrire sur Net Entreprise ». Ensuite, dans la partie « Type d'inscription et sélection des déclarations », cliquez sur « Votre entreprise ». Dans la section « Quel est le profil de l'entreprise », cliquez sur « Vous êtes ». Sélectionnez ensuite un organisme, une entreprise publique, un employeur de fonction publique ou régimes spéciaux. Pour le choix des déclarations, cliquez sur l'ADSN pour toutes les déclarations qu'elle remplace, puis cochez « Général ». Une fois la sélection effectuée, cliquez sur « Valider ». Un pop-up récapitulant les... Marine, je vais reprendre à la main, on a quelques problèmes de son. Comme Marine, on est quasiment arrivé à la fin de la de cette diapositive. Ce que j'ai oublié de vous dire depuis le début, le diaporama qu'on vous présente aujourd'hui sera téléchargeable dans la version replay. Vous aurez un petit nuage en haut à droite. Suite à cela, vous allez recevoir immédiatement un mail de Net Entreprise. Ouvrez-le et cliquez sur « Validation » de votre adresse mail. Attention, vous devez impérativement valider le lien reçu afin de finaliser votre inscription. Une fois votre inscription réalisée, vous aurez accès à la DSN sous 24 heures. Ok, maintenant, on va vous parler donc de l'environnement de test. Didier, veux-tu bien nous en parler, s'il te plaît? Oui, bien sûr, avec plaisir. J'ai quand même, moi, la joie de vous présenter votre meilleur ami pour les 3 prochains mois, puisqu'en réalité, c'est sur cette plateforme que vous allez pouvoir réaliser les tests de la DSN. C'est impératif d'être sur cette plateforme et non pas directement sur Net Entreprise pour 2 raisons.
La première, c'est une raison de risque, c'est que quand vous êtes sur la plateforme réelle, si jamais vous avez oublié de cocher la case test, eh bien vous allez déposer une DSN qui va venir en doublon de ce que vous faites déjà et en particulier en doublon du passereau. Alors autant vous ne devez plus faire de passereau pour la paye de janvier, puisque vous serez en DSN et que le pass y est intégré, autant il est obligatoire de faire un passereau jusqu'au mois de décembre, jusqu'à la paye de décembre, et surtout de ne pas faire de doublon, parce que vous auriez un double prélèvement. Et puis la seconde raison, c'est que cette plateforme adresse l'ensemble des données que vous allez déclarer jusqu'aux organismes qui en sont destinataires. Donc ils vont pouvoir, par ce biais, sur le tableau de bord de cette plateforme, vous faire les retours, donc les comptes rendus métiers qui vont éventuellement, parce que ce n'est pas obligatoire, qui vont vous faire les comptes rendus métiers, qui vont vous indiquer s'il y a des écarts ou des anomalies, et de façon à pouvoir les corriger et arriver le 5 février le plus sereinement possible à l'échéance. Merci Alain, et à l'échéance. Donc ça veut dire que j'accélère. Pour vous inscrire sur l'environnement de test, soit vous êtes déjà inscrit à Net Entreprise, et là, vous devez refaire une inscription. J'ai vu une question qui passait. Il est impératif de vous inscrire sur l'environnement de test. Alors, pour des raisons de facilité, vous pouvez utiliser le même mot de passe, la même question secrète, mais par contre, il faut les deux inscriptions en parallèle, parce que vous ne pouvez pas vous connecter sur la plateforme de test si vous n'avez pas validé cette inscription, si vous êtes simplement avec une inscription sur Net Entreprise. Et puis, vous pouvez, donc si vous n'êtes pas inscrit, vous faites l'inscription et vous allez faire votre premier test. Si vous êtes déjà inscrit, que vous avez déjà transmis des tests, eh bien, vous continuez. Si vous avez perdu votre mot de passe, on vous met le lien hypertexte sur toutes les diapositives que vous voyez auparavant. Tous les textes soulignés dans cette couleur de bleu sont des liens hypertextes qui vous permettent d'accéder soit à des fiches consignes, soit à des éléments. Pour ne pas perdre de temps, je ne vais pas vous dérouler ce qui a déjà été très bien fait par Marine et par Cédric, puisque finalement, les éléments d'inscription sont les mêmes sur la plateforme de test. On vous a simplement remis en tout petit, mais c'est en mode graphique, les liens sur lesquels vous devez cliquer de façon à valider votre inscription. C'est histoire de vous simplifier la vie, effectivement. Et puis, l'information, si vous avez déjà un administrateur, il y a la possibilité de rajouter un autre administrateur, soit par la cooptation, soit en saisissant une clé d'activation. Et donc, dans le pas à pas, on vous précise en rouge ce qui doit être modifié de façon à effectivement pouvoir le faire, ce qui est différent de l'inscription de base. Surtout, passez bien par la transmission de mail, parce que si on est par le courrier, eh bien vous avez les délais de transmission, impression du courrier, et puis ensuite acheminement jusque chez vous, et on perd un temps important. Si dans les 15 jours qui suivent la demande, il n'y a pas eu de validation de votre part, donc soit par l'administrateur parce qu'il coopte, soit vous par la saisie de la clé parce que vous l'avez reçue, cette demande est supprimée et vous devez la refaire. Sur cette plateforme de test, vous aurez la possibilité, donc bien évidemment, de faire l'inscription, parce que c'est bien joli si on vous dit qu'il y a une plateforme et que vous ne pouvez pas vous y inscrire. Donc, vous allez vous inscrire sur la plateforme. Vous allez pouvoir faire les dépôts des déclarations, soit par votre tableau de bord, soit en mode API. L'API, c'est donc l'échange machine-to-machine. Hein. Les contrôles de normes, est-ce que ce que l'on attend est correctement bien écrit, et les vérifications d'appartenance pour les SIRET sont faites dès la première action. Ensuite, la transmission des bilans, des DSN, et puis les bilans de transmission, donc le BIS, pour savoir si vos NIR, si vos agents sont bien correctement identifiés. Et puis les bilans de contrôle interdéclaration mensuelle. On va vérifier que, par exemple, vous n'allez pas déclarer 150 agents et que la masse des cotisations va être inférieure à 150 €. On va se douter qu'il y a un petit problème. Donc ça, c'est les déclarations déjà internes. Elles sont déjà faites. Les données vont être transmises jusqu'à la CDC, puis ensuite aux organismes complémentaires. Alors, les transmissions, comme pour le mode réel, hein, comme pour la plateforme réelle, la transmission à la CDC se fait dans un délai de 3 jours après l'échéance. Et j'ai vu passer une question, du coup, je complète ce que vous avez si bien dit, Jean-Claude, tout à l'heure sur les échéances. L'échéance, c'est la date butoir. C'est la date avant laquelle il faut que ça ait été fait parce que c'est le moment où, finalement, on prend la photo. Ce que vous avez transmis, on le prend en photo, c'est fini, et les dates ultérieures seront par des blocs changements ou des blocs corrections. Mais vous pouvez commencer à déposer, y compris là, par exemple, sur la plateforme de test, le lendemain de l'échéance principale. Donc, en réalité, vous avez entre 30 et 31 jours. Je sais, ce n'est pas la peine de me dire que février, il n'y a que 28 jours,
des fois 29. Donc, vous avez entre 30 et 31 jours, sauf entre février, pour faire ce dépôt et qui va du coup respecter vos habitudes de paye. Donc, la transmission est faite jusqu'aux organismes entre le 8 et le 18 et du coup, vous allez avoir les retours. S'il y a des données spécifiques pour la MSA, elles sont transmises aussi par cette plateforme de test. Et du coup, vous allez avoir sur le tableau de bord de la plateforme de test les accès aux retours des organismes. Si vous êtes en mode test sur la plateforme DSN réelle, vous n'aurez pas les comptes rendus métiers des organismes, vous n'aurez, c'est pas rien, mais vous n'aurez que les retours jusqu'à l'URSSAF qui va vous donner les contrôles de conformité, savoir si les choses sont bien attendues. J'espère avoir été assez rapide, mais assez complet. Vous avez donc le petit lien, c'est un petit MOOC qui est caché derrière ajouter la DSN tout simplement, et vous pourrez le regarder tranquillement quand vous aurez téléchargé le support. Merci Didier pour ton intervention. On va passer à la consultation du tableau de bord et j'appelle encore Jean-Claude. Oui, on continue avec le tableau de bord qui va devenir votre meilleur ami, si je puis dire. Non, important ce tableau de bord. On va s'arrêter 5 minutes. Pourquoi? Parce qu'on va retrouver donc d'abord l'identification du déclarant, c'est-à-dire vous. Vous allez retrouver les retours. Très important, les retours. C'est là-dessus que vous allez voir notamment ce qu'on appelle les comptes rendus métiers, avec la synthèse des déclarations qui seront déposées, vous voyez, en dessous. La zone de dépôt, donc si vous ne faites pas du machine to machine, comme vous disiez tout à l'heure, vous allez devoir déposer sur Net Entreprise, votre DSN. Ça sera dans cette zone-là que vous allez devoir le déposer et vous ferez envoyer. Et derrière, vous allez avoir ce compte rendu métier. Tout en bas du tableau de bord, vous retrouvez ce qu'on appelle chez nous en URSSAF les services plus. Donc, bien sûr, alors même si aujourd'hui, tout le monde est abonné sur le site ursaf.fr pour récupérer notamment des attestations, pour voir un peu cette situation de compte, pour aussi la messagerie, important. Vous pouvez bien sûr échanger avec nous. Alors, vous êtes habitués, puisque comme vous le savez, au niveau de l'URSSAF PACA, on a une boîte mail dédiée. Mais si vous voulez communiquer avec nous via le site, et même je vous recommande, comme ça vous serez identifié, vous allez pouvoir nous poser des questions, n'importe quelle question concernant ça, via le pied ursaf.fr. Donc, en cliquant sur accéder au service plus, tout simplement, vous allez basculer sur le site ursaf.fr. Donc, ce tableau de bord, bien sûr, vous deviez y aller soit sur Net Entreprise, soit sur votre logiciel de paye. Vous allez retrouver aussi un tableau de bord. Ça a été développé. Et important, vous aurez à aller consulter sur ce tableau de bord les comptes rendus métiers des différents organismes. Donc, important. Alors, ils sont en ligne en plus 90 jours. Donc, de toute façon, vous n'allez pas attendre 90 jours. Mais ce que je vous conseille de faire, c'est que dès que vous allez faire un envoi, vous allez sur votre tableau de bord et allez cliquer sur la petite loupe qui se trouve au niveau du récapitulatif et vous allez consulter votre compte rendu métier. Dans ce compte rendu métier, on va vous dire ce qui s'est passé, s'il y a des anomalies bloquantes ou pas bloquantes, s'il y a des rejets et ainsi de suite. Donc, voilà, s'il y a quelque chose à ne pas oublier aujourd'hui de ce webinaire, notamment, c'est d'aller consulter le tableau de bord après chaque envoi pour être sûr que ça passe bien. Voilà. Je peux dire au niveau de ce tableau de bord, je vais laisser la parole à Marine qui va compléter mes dires, notamment avec le bilan de l'anticipation. S'il y a quelque chose à ne pas oublier aujourd'hui de ce webinaire, notamment, c'est d'aller consulter le tableau de bord après chaque envoi pour être sûr que ça passe bien. Voilà. Je peux dire au niveau de ce tableau de bord, je vais laisser la parole à Marine qui va compléter mes dires, notamment avec le bilan de l'anticipation. S'il y a quelque chose à ne pas oublier aujourd'hui de ce webinaire, notamment, c'est d'aller consulter le tableau de bord après chaque envoi pour être sûr que ça passe bien. Voilà. Je peux dire au niveau de ce tableau de bord, je vais laisser la parole à Marine qui va compléter mes dires, notamment avec le bilan de l'anticipation. S'il y a quelque chose à ne pas oublier aujourd'hui de ce webinaire, notamment, c'est d'aller consulter le tableau de bord après chaque envoi pour être sûr que ça passe bien. Voilà. Je peux dire au niveau de ce tableau de bord, je vais laisser la parole à Marine qui va compléter mes dires, notamment avec le bilan de l'anticipation. S'il y a quelque chose à ne pas oublier aujourd'hui de ce webinaire, notamment, c'est d'aller je vais laisser la parole à Marine qui va compléter. Oui, je te remercie Jean-Claude. Je suis désolé pour ce petit problème de son indépendant de notre volonté. Voilà, mais ça fait partie du charme des webinaires. Voilà, donc Marine, est-ce que tu peux nous donner quelques informations sur le bilan d'identification des salariés?
En l'absence de Marine, si elle revient, je lui tendrai la main. Donc, comme je vous le disais, des webinaires, ça fait partie du charme des webinaires. Voilà, donc Marine, est-ce que tu peux nous, voilà, donc Marine, est-ce que tu peux nous information sur le bilan d'identification salariée? Donc, il faut. Je pense qu'il faut faire quelque chose parce qu'il y a un léger. Oui, pardon. Vous m'entendez? Oui, ça y est. Ça y est, Marine. Oui, pardon. Oui, pardon. Oui, ça y est. C'est impressionnant, je crois qu'on a. C'est la première fois qu'on a le droit. C'était une information importante et du coup, on espère vous la répéter régulièrement de façon à ce que ça puisse revenir. Mais j'ai peur que finalement, ce soit le lien qu'on a tenté de mettre en place avec Marine qui ne fonctionne pas. Donc, je crois, Alain, qu'il faut que tu reprennes ou Jean-Claude, que vous repreniez la suite. Merci Didier. Mais merci Marine de tous ces essais. On est vraiment désolés. Vraiment navré. C'est pas du 06, ça, je vous le dis. Hein. Suite. Non, ça arrive, je suis vraiment désolé. Donc, le bilan d'identification des salariés, je vous en ai parlé tout à l'heure. Vous avez déjà travaillé dessus, notamment avec la DASU, avec le Passero, bientôt avec le Pass. Ce qu'on retient, il y a des règles, chacun travaille pour soi. Les enfants ont leur propre numéro de sécu. Pour les femmes mariées, elles n'utilisent pas le numéro de leur conjoint. Vous avez des anomalies bloquantes où on ne vous laissera pas d'autre choix que de les corriger. Pensez à utiliser le NTT et on vous encourage à prendre en compte tout ce qu'on appelle anomalies non bloquantes. C'est des salariés reconnus, mais mal identifiés dans votre déclaration. Donc là, vous allez avoir un contrôle des identités. Je ne sais pas si vous le voyez sur l'écran. C'est en cliquant dessus, vous allez avoir le lien. Vous le connaissez, hein, le bilan d'identification de salariés. Il n'a pas changé, il existe depuis des années. Donc, toujours être vigilant et être bienveillant sur cette qualité de données. Ouais. Et pour compléter ça, là, on a un pour terminer, sur saf.fr. Excusez-moi, Jean-Claude. Les salariés, c'est après chaque DPAE, si vous avez pris l'option pour justement ce bilan d'identification des salariés, vous avez l'information qui vous vient si justement ce NNI n'est pas bon. Et vous avez cette précision. C'est un nouveau service qui date un peu maintenant au niveau des URSSAF. Mais il y a une coche dans votre abonnement à cocher, tout simplement, une case à cocher. Et vous avez accès au bilan après chaque DPAE. Voilà. Merci Jean-Claude pour cette précision, j'avais oublié, mais c'est très important. Voilà, vous avez lors de la DPAE, avant l'embauche, avant le signalement d'événements d'amorçage de données variables, vous avez cette possibilité de vérifier, de consolider cette donnée-là. Pour terminer ce webinaire, si Patricia veut bien, on va vous faire part d'un témoignage de Samantha qui a commencé la DSN cette année. Elle va tout vous expliquer. Je te laisse la main, Patricia. Tout à fait. Alors, bon, je reviens sur… alors, j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir à mes côtés Samantha Brimicombe qui s'est présentée tout à l'heure, qui représente le centre de gestion du Var. Alors, j'aimerais, Samantha, que vous puissiez nous parler de votre expérience sur ce passage en DSN. Parlez-nous de votre poste, le nombre de SIRET, d'agents en gestion. Voilà, je vous laisse la main et je vous reposerai d'autres questions au fil de l'eau à faire partager à nos auditeurs. Et merci d'être là avec nous aujourd'hui. Bonjour Patricia, merci de m'avoir conviée à ce webinaire. Donc, je travaille au centre de gestion du Var. Le centre de gestion du Var est un établissement public local et dans cet établissement public local, j'exerce les fonctions de responsable d'un service de paye. Le service propose la prestation paye à façon. Donc, ce sont des collectivités qui nous ont confié leur paye en les externalisant. Et à ce jour, nous réalisons la paye pour 33 collectivités, c'est-à-dire 33 SIRET, et ça représente 1500 payes mensuelles. Donc, il y a 4 gestionnaires de paye et moi-même qui assurons ce service. Merci infiniment. Et une autre petite interrogation, votre plan de paye est-il simplifié ou complexe ? On ne peut pas vraiment parler de plan de paye complexe ou simple, mais c'est vrai qu'on a une variété de déclarations, donc une variété de situations qui amènent à une variété de déclarations. On a par exemple les élus, des contrats d'apprentissage, des emplois aidés, on peut avoir des vacataires, des stagiaires de l'enseignement, donc il y a quand même une variété. D'accord, très bien. Et quel type de logiciel utilisez-vous
Alors, nous travaillons avec Cyril. Cyril, il propose donc un logiciel métier qui permet de calculer des payes, et on travaille également avec cet éditeur pour la partie finance. D'accord, très bien, parfait. Merci Samantha. Une dernière petite question. Comment avez-vous préparé votre entrée en DSN? Pouvez-vous nous faire part de votre méthodologie, de vos astuces? Alors, le centre de gestion du Var est entré en DSN en 2020. Donc, parmi notre portefeuille, nous avions le centre de gestion ainsi que 2 communautés d'agglo qui entraient en DSN en 2020. Donc, en 2020, je pense que les éditeurs n'étaient pas aussi prêts qu'à ce jour. Donc, nous avons un petit peu essuyé les plâtres. Pour nous préparer, nous avons mis en place un rétro-planning qui a commencé à peu près 6 mois avant l'entrée en DSN. Nous avons contacté l'éditeur pour nous doter du module. Donc, on a fait l'acquisition du module qui permet de faire les déclarations DSN, et on a reçu des formations à ces modules. Ensuite, à partir du mois d'octobre, donc pour anticiper le passage en janvier, on a commencé une phase de test. Alors, pour réaliser ces tests, ce que nous avons fait, c'est que chaque mois, nous avons réalisé une DSN, mais qui était une DSN de test que nous ne déposions pas sur Net Entreprise. Donc, on générait donc l'envoi DSN, on le passait dans l'outil de contrôle, et au fur et à mesure, on apportait les corrections qui étaient nécessaires. Donc, il y avait des corrections de 2 types, des corrections qui étaient du type anomalie de paramétrage. Et là, vous les trouvez assez rapidement, ces anomalies, parce qu'elles concernent tous les agents. Donc, dans ce cas-là, il faut appeler votre éditeur. Et ensuite, vous avez des anomalies qui ne concernent que quelques individus. Et dans ce cas-là, l'erreur est souvent à rechercher soit dans l'identification de l'agent, soit dans la déclaration de l'événement. Un grand merci Samantha pour cette très belle présentation. Alors juste une toute dernière question. D'après votre expérience, avez-vous une charte de bonne pratique à partager avec nos auditeurs, nos participants aujourd'hui? Ce que je peux conseiller, c'est en paye de porter une attention particulière à la déclaration des événements administratifs, puisque c'est eux qui alimentent la DSN. Donc, si les éléments administratifs, la situation administrative de l'agent est mal déclarée, ben la déclaration DSN ne sera pas conforme. Ensuite, avant de mandater la paye, je leur conseille de vérifier que leur DSN est conforme à leur état des charges. Ils doivent avoir le même nombre de déclarations que le nombre de bulletins, et ils doivent avoir exactement le même montant en déclaration DSN qu'en état des charges pour les caisses correspondantes. Donc ensuite, on alimente effectivement la DSN. Nous passons systématiquement notre déclaration à l'outil de contrôle en 2 étapes. Une première qui est en test, et donc on vérifie qu'il n'y a pas d'anomalie avant de déposer sur Net Entreprise en test. On consulte le tableau de bord, ce qui permet de voir si déjà il y a des anomalies ou pas. Et ensuite, une fois que toutes ces étapes sont conformes, nous faisons une déclaration en réel et nous consultons à nouveau le tableau de bord. Un grand merci Samantha pour ces très très précieuses informations, je pense, qui ont pu éclaircir les esprits de certains par rapport à votre partage d'expérience. Alors, merci à tous. Là, nous allons aborder la fin de ce webinaire à travers des petites interrogations sur lesquelles nous n'avons pas pu répondre via le chatbot. Alors, j'ai une petite question pour Samantha. En tant que CDG qui commencera la paye à façon à compter du 1er janvier 2022, est-il possible de s'inscrire en test en tant que tiers déclarant? J'ai pas compris la question. En tant que CDG? Alors, en tant que CDG qui commencera la paye à façon à compter du 1er janvier 2022, est-il possible de s'inscrire en test en tant que tiers déclarant? Alors, du coup, ce n'est pas une question pour moi parce que finalement, l'inscription en test, c'est sur votre site à vous. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas. Qui peut répondre à cette interrogation? J'ai peur que le seul qui pouvait répondre, c'est moi. Et comme je n'ai pas la réponse définitive pour la bonne et simple raison, c'est que je ne vois pas ce qui l'empêcherait.
Mais puisqu'on respecte sur la plateforme de test les conditions d'inscription de la plateforme de production Net Entreprise. Et donc, normalement, c'est possible. Mais par contre, n'hésitez pas, si vous avez le moindre souci, vous avez un formulaire de lien ou alors de contacter un de nos correspondants locaux, que ce soit l'URSSAF dans les CEPAM ou autre, pour qu'il vous renvoie vers nous si c'est difficile à nous contacter, mais il n'y a pas de raison objective. Même avec une question à laquelle je n'ai pas de réponse, j'arrive à faire long. Merci Didier. Alors, j'aimerais qu'on au niveau des CDG, moi je vais faire un peu de pub parce que c'est hyper important pour le passage à la DSN, notamment sur cette dernière vague. Parce que les CDG, bon, donc il y en a une dans chaque département. Hein. Dans la Samantha sur le Var, le téléphone, et dans chaque département, on a une. Mais notamment, je pense aux petites communes qui aujourd'hui, en logiciel de paye, qui peut-être est un peu ancien et qui n'ont pas les moyens pour en acheter un nouveau ou faire voire même cette modification qui sans doute est coûteuse. Hein. Je parle pour des petites communes, voire même des moyennes communes. N'hésitez pas, j'allais vous dire, à vous retourner vers les CDG, qui va un peu avoir ce rôle d'expertise comptable hein, qu'on connaît sur le régime général. Voilà, je ne prends pas de conviction, hein, mais c'est juste pour dire que les CDG, je sais qu'ils ont déjà joué un rôle important sur le passage à la DSN pour les administrations territoriales, mais notamment sur cette dernière vague où on a beaucoup de petites communes pour lesquelles il y a des budgets restreints. Donc les CDG là-dessus seront un de vos partenaires, je pense votre premier partenaire, justement pour vous aider à rentrer dans cette DSN, parce qu'eux ont les moyens de vous accompagner et justement d'aller sur ce qui est demandé aujourd'hui par le législateur, c'est-à-dire votre passage à la DSN au 1er janvier 2022. Voilà, c'est juste une aparté que je voulais faire, mais en tout cas, c'était important de le faire parce que peut-être certains se disent mais comment je vais faire pour justement passer à cette DSN. Donc les PDG sont là pour vous accompagner donc, et faire ce qu'on appelle ces payes à façon. Après, un dernier mot, je le dis parce que je dis tout à l'heure, je dis que j'en avais donné notre ciré au niveau de l'URSSAF PACA. Je le dis comme ça, après je me tais. Si vous avez de quoi noter, c'est le 794 487 231 0019. Delphine. On l'a déposé sur le chat. Voilà, on l'a déposé avec Pascal sur le chatbot. Et voilà, avec ça, vous avez tiré de l'URSSAF PACA. Et à partir de là, vous pourrez le paramétrer dans votre logiciel de paye. Je ne dis plus rien parce que je sais que je pense toujours. Merci infiniment, Jean-Claude. Alors, j'ai justement, concernant le SIRET, j'aimerais interroger Stéphane Girard. Oui. J'ai une petite question, Stéphane, sur peux-tu nous communiquer via le chat le SIRET pour la DGFIP? Alors là, la bonne question à laquelle je n'ai pas la réponse tout de suite. Voilà. C'est bien ennuyeux. Non, alors pas du tout, je ne l'avais pas préparé. En plus, je ne voudrais pas vous dire une bêtise. Donc, c'est le genre de choses qu'il vaut mieux éviter. Alors là, dites donc. Alors là, elle est excellente, celle-là. J'avais gardé rien pour toi. C'est-à-dire que c'est un peu spécial. Je suis Baudor qui a des particularités à ce niveau-là. Mais alors là, j'avoue, je n'avais pas du tout préparé ça. Donc, je ne sais pas. Pour te compléter, Stéphane, on communiquera via la foire aux questions, on vous donnera cette information-là. Mais encore, je vous le répète, il n'y a aucune raison qu'il ait changé le SIRET de la DDFIP du Var. Ils n'ont pas déménagé, ils sont au même endroit. Donc, le SIRET est identique. Hein. Donc, ce que vous avez l'habitude de faire auparavant, vous le conservez, vous continuez. Hein. Mais on vous le rappellera via l'envoi de la foire aux questions d'ici peu. Ce sera traité, aucune inquiétude pour ça également. Alors, j'ai une autre interrogation. La plateforme de test refuse l'inscription sous-intitulée SIRET non reconnu. Je pense que c'est encore pour Didier. Comment faire, Didier, pour aider cette personne? Vérifier la version la plus simple au départ, mais ce serait de vérifier que c'est bien le SIRET que vous utilisez pour déposer les déclarations que vous avez, parce qu'il n'y a aucune raison qu'ils soient inconnus. Par contre, si vous souhaitez utiliser l'inscription que vous avez faite sur Net Entreprise pour vous connecter à la plateforme de test sans vous inscrire à la plateforme de test, effectivement, on va vous dire, on ne connaît pas SIRET là puisqu'il n'est pas inscrit sur la plateforme. Donc, c'est vraiment deux plateformes, deux mondes différents. Et je pense que c'est le problème que vous rencontrez. Il faut que vous fassiez une inscription sur la plateforme de test. C'est rapide, hein, mais il faut que vous déclariez que vous allez faire un dépôt sur la plateforme de test pour être reconnu.
Je pense que c'est ça. Didier, on a Merci, Didier. d'autres interrogations. Quels sont les identifiants RAFP et CNARALC Non, je vais prendre à la main, Patricia. Voilà, tout ce qui concerne la retraite additionnelle de la fonction publique, la Caisse nationale de la retraite des agents des collectivités locales, ainsi que Pôle emploi, les identifiants, je maintiens, c'est pareil, c'est identique pour la DDFIP du Var et pour l'URSSAF PACA. Ils n'ont pas changé forcément de DSN. Donc, peut-être quelqu'un de la Caisse des dépôts et consignations pourrait confirmer mes propos. Mais voilà, ce que vous avez l'habitude de faire, simplement, la DSN, c'est un changement de langage. Il faut pas, on ne révolutionne rien, la réglementation n'a pas bougé. C'est simplement, pour vous donner un ordre d'idée, vous parlez plus en espagnol ou vous parlez en anglais. Mais rien n'a changé au niveau des données et de la réglementation. Voilà. Juste une petite précision pour la CNRACL et la retraite additionnelle qui sont gérées par la Caisse de dépôt et consignation. Les identifiants ne sont pas demandés dans le fichier de paramétrage. Par contre, pour l'IRCANTEC, affirmatif avec le code 95, IRCANTEC. Merci, monsieur Simon. Merci infiniment. Je suis en train de vérifier. Nous avons effectivement quasiment répondu via le chatbot, soit soit en live, à l'intégralité des interrogations. Encore je rebondis sur ce qu'a dit Alain pour instant. Vous aurez accès à une foire à questions qui reprendra l'intégralité des interrogations, et les interrogations qui effectivement n'auront pas reçu de réponse en chatbot seront identifiées via la FAQ. Je te laisse la main, Alain, pour conclure cette présentation, si tu en es d'accord. Je te remercie, Patricia. Voilà, on arrive à la fin de la saison 3 en 2021. Donc, c'est le troisième et dernier webinaire en région. Je vous rappelle qu'il y a des webinaires au niveau national, notamment sur la fonction spécifique à la fonction publique hospitalière. Vous avez les dates sur le site de Net Entreprise. Vous allez dans la rubrique comités régionaux, et vous avez un agenda, et vous verrez, vous avez la possibilité de vous inscrire notamment, mais ils sont vraiment spécifiques. Je crois qu'il en reste 2 de webinaires nationaux sur le sujet. Je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une bonne entrée en DSN à tous et bonne journée également. Au revoir à tous. Merci à tous. Bonne journée. Merci, au revoir. Didier, un petit mot peut-être de finir? Non. De qui? De toi, un petit mot. Alain a très bien conclu. Juste 2 éléments, effectivement, mais 2 éléments pratiques. La FAQ est disponible sur Net Entreprise. Les réponses et les questions sont toujours accessibles dans le replay, donc vous allez pouvoir y accéder dès la fin de cette présentation. Et j'insiste, puisque moi je suis à Paris, donc ça ne va pas être le cas, mais vous avez en région des interlocuteurs dans les organismes qui restent présents. Le fait de passer par la DSN ne supprime pas toutes ces personnes. Donc je vous invite à prendre contact avec eux si vous avez des questions. N'attendez pas d'être dans une zone d'ombre. Normalement, il n'y a aucune raison que vous soyez tout seul en face de ce passage à la DSN. Et surtout, comme vous le disiez Jean-Claude tout à l'heure, de l'URSSAF, appuyez-vous sur les centres de gestion qui sont hyper efficaces, qui sont compétents, qui ont les informations, voire les liens pour effectivement trouver les réponses. Donc voilà, les questions, vous allez les retrouver dans le replay, n'ayez pas de crainte. S'il y a des problèmes particuliers, on a vos adresses mail, on va prendre contact avec vous pour essayer de les résoudre. Prenez contact avec votre centre de gestion si vous trouvez tout seul. Si vous avez une question spécifique métier, contactez vos interlocuteurs pour les organismes. Et sinon, passez les 3 mois qui viennent à vous inscrire à la plateforme de test, faire des tests, lire les comptes rendus métiers, corriger les anomalies et les erreurs et les écarts. Et du coup, aborder la DSN à l'échéance du 5 ou du 15 février avec le plus de sérénité possible. C'est parfaitement jouable. Aujourd'hui, on a 23 millions de déclarations qui passent par la DSN tous les mois, 23 millions de lignes de salaire, avec un taux de conformité supérieur à 97%. Il n'y a aucune raison que vous soyez tous dans les 3% qui restent. Merci Didier. Alors avant de conclure définitivement cette dernière séquence de 2021
à réitérer en 2022. On verra ça avec l'ensemble des parties prenantes. Moi, je tenais à remercier tout particulièrement l'implication de l'intégralité des intervenants de ce jour. Alors, je ne vais pas vous citer tous, mais merci Gérard, merci Carole Bark, merci Jessica, un grand merci à mon comparse Alain, merci à Jean-Claude, merci à Delphine, merci à Pascal, merci à Samantha, merci à Elodie, merci à Vanessa Casanova, merci à Sébastien Benoît, un grand merci à Sophie Caillot également, qui est là avec nous, qui nous accompagne à l'arrière-champ. Merci à Michel Simon, à Daniel Thuot, à Cédric Guerrieri et à toi, bien évidemment, Didier. Un grand merci. Ce fut un véritable plaisir. Merci à toutes et tous d'avoir été présents aussi nombreux. Nous étions quand même 200 et quelques. Nous sommes toujours 2 heures après à 156 participants. Moi, je dis que c'est une réussite. Voilà. J'en ai terminé. Et c'est le moment de vous quitter tous et de vous souhaiter une bonne journée. À très bientôt à tous et toutes. À bientôt. Au revoir, bonne journée.